revitalisante Formulum de L'Oréal. Doigt léger sur un piano, sorbet parfait, cigarette russe. Les petites fêtes de tous les jours. J'ai fait les tests en 1985, il y a 5 ans. Je crois qu'on peut vivre longtemps avec le sida. Donc j'ai pas dit il faut que je vive à 100 à l'heure parce qu'il me reste peut-être 2 ans. Mais je l'ai intégré pour vivre le mieux possible. Ce que j'ai fait d'abord, c'est jouer le jeu de la vérité parce que je pense qu'avec ses amis, il faut garder les mêmes relations. Et je voulais annoncer immédiatement. Il ne fallait pas se donner une échéance de mort, il ne fallait pas s'enfermer. Je crois qu'il ne faut ni silence, ni mensonge, ni trouble, mais une certaine sérénité. Les gens heureux vivent nettement mieux, ça c'est sûr. Et je suis certaine que le moral fait beaucoup dans l'évolution éventuelle de cette maladie. C'est rien, si t'es comme ça. De toute manière, on s'amuse bien comme on est. Tout à fait. La preuve, ce matin, on a fait du vélo, hein, c'est pas ennuyé du tout. Aujourd'hui en France, plusieurs milliers de personnes sont séropositives ou malades du sida. Aujourd'hui, chacun de nous peut les aider à vivre. Oui. Bonsoir et bienvenue à Nulle part ailleurs, l'émission qui vous propose tous les jours la fête de la musique. Et ce soir, ce sera la fête de la musique, mais sans les parapluies. Pauvres gens de la moitié nord, il pleut beaucoup, beaucoup si vous allez à la fête ce soir. Pour être très franc, on avait invité Elvis Presley, au dernier moment il s'est décommandé. Donc vous aurez en échange les Forçats de la Pignole, les Antoine, Karl, Guignol et Nul. Tout de suite, la suite. Et on commencera par Bonaldi, car lui, là-bas, le Vénard a du soleil. Il est toujours à Cannes, au festival de la pub, en compagnie de ses japonais copains. Et il se tape quelques 400 pubs par jour pour vous. Cannes encore, avec Chris Graffiti, qui vous présentera le festival de la performance d'acteurs, où seront tous ceux que vous voyez là. 10 jours d'humour et de rire. Une sélection ce soir. Demain, la dernière de Bernard Pivot, et l'occasion pour Karl Zéro de lui rendre hommage à sa façon avec Catastrophe. Aux arènes de l'info, le mystère des yaourts bulgares. Vous voyez bien qu'il y a de la musique, jolie mélodie, des effets à la Cécile B2000. Avec les Nuls et la famille Gilet, nous revivrons ce soir le jour où la télé inventa le reportage Vérité. Mais notre invité sera un savant, un grand, un vrai, le professeur Étienne-Émile Beaulieu. C'est lui qui a mis au point la fameuse pilule de lendemain. Voici le professeur Beaulieu. Bonjour professeur, quand je dis un savant, un vrai, comme ici on s'amuse beaucoup quand même, vous venez de le voir dans les titres, je dis bien que c'est un vrai savant. Vous avez un physique de jeune homme, et quel âge? Je ne suis pas jeune du tout. Vous pouvez dire votre âge quand même? Oh, absolument, 62 ans. 62 ans, et combien de temps passé à la recherche? Eh bien, depuis que j'ai fini mon internat en médecine, c'est-à-dire, ça doit faire... Oui, je ne compte pas, ça prouve qu'on a toujours des complexes. Plus de 30 ans quand même. À 35 ans, hein. 35 ans, hein, 35 consacré à la recherche. Vous êtes à la fois docteur en médecine, vous venez de le dire, et docteur en sciences. Bien sûr, oui. Voilà. À la fois médecin, mais aussi chercheur. Médecin dans la tête, médecin dans le désir, et puis aussi chercheur dans la tête, et puis quelquefois... On trouve. Oui, vous êtes un prof de fac. Je suis prof de fac. Oui. Oui. Vous êtes membre de l'Académie des sciences en France, mais aussi aux États-Unis, ce qui pour un Français est quand même une chose rare. C'est-à-dire que c'est un peu rare, mais aussi intéressant parce que ça vient de se passer pour l'Amérique dans un contexte dont on discutera certainement, les questions d'interruption de grossesse. Donc, le contexte, c'est que votre découverte, la rue 486, c'est toujours interdit aux États-Unis. C'est toujours pas fabriqué là-bas. C'est pas interdit, c'est pas accepté, c'est pas pareil. C'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Et le débat qui existe en France, dans le reste du monde, est bien plus violent, j'imagine, encore aux États-Unis. Il est très violent, ça devient une espèce d'enjeu électoral. C'est assez curieux. Je peux même vous dire que faire une petite prédiction, pour autant qu'un scientifique se permette ça, ça va quand même changer.
Et ça va changer beaucoup plus vite qu'on ne croit. Il y a 8 jours, j'étais à New York, invité par le Parti républicain. Le Parti républicain. Oui, qui est plutôt le plus à droite, quoi. Hein. Bien sûr, contre. En tout cas, la plateforme électorale de M. Bush est contre. Ils vont changer. Pourquoi? Ils se font battre à chaque élection maintenant sur quel thème? Ce qu'on appelle là-bas le pro-choice, pour le choix. Et donc, ils vont changer, peut-être pas pour les meilleures raisons du monde, en fait poussés par les besoins et la volonté des femmes américaines. Enfin, sans attendre, vos pairs américains, les savants américains vous ont déjà donné le prix Lasker, qui est quand même l'équivalent du prix Nobel, et plus important encore là-bas pour les chercheurs et les savants en ce qui concerne les États-Unis, c'est sûr. Hein, et ça, ils viennent de vous le donner aussi cette année. Ce qui est bien, c'est que la science aide, ça vraiment c'est une ambition que j'ai toujours eue, la science aide une bonne cause. Et tout ça à cause du RU 486. Alors je l'ai appelé tout à l'heure la pilule du lendemain. C'est quand même la pilule qui, après, peut arrêter une interruption de grossesse. Et c'est tout le débat. Ça pose aussi celui de la liberté des femmes. Nous parlerons de tout ça, hein, parce que vous venez de sortir un très beau livre. Quand je dis un très beau livre, c'est que c'est à la fois un livre de savants, c'est-à-dire que vous n'y faites guère de concessions, vous ne racontez pas des petites histoires pour enjoliver la vérité, vous faites une vraie démonstration scientifique et en même temps, ça se lit très bien pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas particulièrement doué pour les sens, je vous le dis tout de suite. Je veux dire, j'ai essayé de faire quelque chose pour que les gens comprennent, et bien entendu les gens qui n'ont pas de formation dans notre domaine, et en même temps, il y a eu tellement d'histoires, il y a quand même de quoi s'amuser en lisant, effectivement. Mais on va voir s'il y a de quoi s'amuser aussi en vous décrivant, c'est le rôle d'Antoine Decaune. Ce soir, une fois de plus, nous prouvons en vous invitant, mon cher Étienne-Émile, vous permettez que je vous appelle Étienne, Émile? Nous prouvons que Nulle part ailleurs constitue bien un des laboratoires les plus avancés du PAF, où jour après jour se tentent les expériences les plus audacieuses. C'est ainsi que le siège sur lequel vous êtes assis en ce moment, et qui a résisté au passage de Michel Galabru-hier, se souvient encore douloureusement des tests de pesanteur que nous lui fîmes subir en infligeant à son centre de gravité des forces verticales considérables. Et si je rappelle que ces forces sont proportionnelles à la masse du corps qui les exerce, on comprendra tout l'intérêt que revêtir pour la science physique, mais aussi pour la zoologie, la venue d'une Gloria Lasso ou d'un Demis Rousseau sur ce plateau. Pourtant, Étienne-Émile, tenez-vous-le bien pour dit. Oh oui, Étienne, tiens-le bien toi pour dit. Et vous aussi, Émile, si le plateau de Nulle part ailleurs reste le même, et si Filou s'efforce de tenir la balance égale entre nos invités, ce n'est tout de même pas de la même manière que pèsera ce soir le poids de votre renommée, puisqu'à travers vous, c'est un authentique savant, comme le disait Filou, que nous recevons, un chercheur acharné, à qui je conseillerais toutefois de calmer ses ardeurs, parce que s'il me cherche vraiment, il va finir par me trouver. Quoi qu'il en soit, c'est la première fois dans l'histoire de Nulle part ailleurs que nous recevons un endocrinologue, qu'il s'agit de ne pas confondre avec un endocrinologue, tel que ceux que l'on croise du côté de l'extrême droite et qui de toute façon sont formellement opposés à la contraception en général, à l'avortement en particulier et conséquemment à la pilule abortive des endocrinologues. Un endocrinologue, autrement dit un spécialiste des glandes, et même s'il est déjà arrivé que certains de nos invités me les filent, les glandes, sans qu'il puisse pour autant se réclamer de l'endocrinologie, et un spécialiste des glandes qui tombe à point nommé en ce jeudi 21 juin, si l'on considère le nombre de mécontents que le mauvais temps suscite en ce jour, censé être le premier de l'été, autrement dit une saison de l'année où ordinairement on se l'adore, la pilule et pas l'abortive. Mais revenons à vous, Étienne, et à vous aussi, Émile, les pères de la pilule contragestive RU 486. D'abord, RU 486, qu'est-ce que ça veut dire? Se demande certainement le vulgum pécus qui nous regarde en ce moment, même si nous pouvons nous vanter de compter parmi nos fidèles téléspectateurs beaucoup plus de pécus que de vulgum. Oui. C'est très simple. RU, c'est l'abréviation américaine des mots Rupet Users, qu'on pourrait traduire par usager de la roupette, puisque, disons-le clairement, la procréation sans roupette, même involontaire, n'a eu lieu à ma connaissance qu'une seule et unique fois, au tout début de l'ère chrétienne, et en tout cas dans la population hétérosexuelle. Et 486, c'est encore plus simple. Il s'agit du nombre de tentatives auxquelles Étienne et Émile se sont livrés pour prouver, d'un point de vue scientifique, la nécessaire réciprocité de la relation existant entre le propriétaire d'édite roupette et le sujet de son expérimentation, autrement dit le cobaye de sexe féminin, dans lequel, mu par un désir génétique qu'aura pu éventuellement stimuler le visionnage du film de Brigitte Lahaie intitulé « Hormones mâles pour pipette brûlante », dans lequel, disais-je donc, il déverse, selon le principe des vases communicants ou des pompes à essence, les précieux gamètes reproducteurs. Cela dit, un individu doté d'un sens logique tout ce qu'il y a de plus élémentaire sera tenté de me faire remarquer le paradoxe qu'il peut y avoir à être le père d'une pilule qui vous empêche de l'être.
père. Ou plutôt à avoir été contraint, comme en témoignent les cernes d'Étienne Émile, de se livrer à des expériences aussi ardentes et répétées pour finir par en annuler le résultat. Eh oui, c'est vrai. Mais à tout cela, c'est vrai. Mais à tout cela, je répondrai en connaissance de cause qu'il faut maîtriser parfaitement tous les mécanismes de la reproduction, jusque dans leur moindre recoin, pour au besoin en contrôler les effets. Et en tant que pignologue moi-même, je serais tenté d'encourager Étienne et Émile à s'investir davantage encore pour nous fournir d'autres pilules aussi indispensables à l'humanité, quoi qu'en pensent ses détracteurs. Quelques suggestions. La pilule dite du réveil, dont rêvent ardemment toutes les victimes consentantes ou non des programmes télévisuels de Jacques Chancel. La pilule épilation portugaise, dite la pileuse, ou plus prosaïquement la sous les bras, à laquelle travaillent d'arrache-pied des savants, soucieux d'éviter à Linda de Souza le traumatisme d'une dramatique repousse. Enfin, nec plus ultra, l'utopique bonbon, l'improbable Graal de nos rêves les plus illusoires, la pilule anti-connerie qui, outre qu'elle nous épargnerait les émissions de Patrick Sabatier en général et la production discographique du groupe des Musclés en particulier, dont le nouveau 45 tours a pour titre Merguez Party. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Aurait la vertu insigne de convaincre les adversaires de votre découverte qu'ils ont tort de vous condamner et les inciterait certainement à nous laisser vivre à l'abri de leurs préjugés moraux surannés, en un mot comme en mille, à nous lâcher la grappe. Pour tout cela, Étienne Émile, je vous dis bravo et merci. Voilà, c'est de Merguez Party. Pardon. Excusez-moi, Antoine. C'est de Génération Pilule que nous allons parler. Mais disons que ce livre d'Étienne Émile Beaulieu qui paraît aux éditions Odile Jacob, c'est plus un prétexte et l'occasion de découvrir quelles peuvent être les joies, les peines, les difficultés, les doutes d'un chercheur, surtout quand il a mis au point la pilule RU 486. Je vais juste dire quelque chose qui était très amusant. Vous avez fait le jeu de mots sur l'endocrinologie. Eh bien, croyez-le ou pas, quand j'ai donné mon manuscrit à relire à quelqu'un que je ne nommerai pas et qui avait des titres élevés, en lettres, c'est-à-dire pas grand-chose, naturellement, eh bien, il a corrigé systématiquement endocrinologie par endoctrinologie. Ah oui, c'est vous dire. Extraordinaire. Oh oui, c'est freudien, oui. C'est peut-être du nègre de Paul Lussulitzer. Je ne dévoilerai rien ce C'était soir. Paul Loup. Je garde ça pour mes mémoires. Merci. On va passer à l'actualité dans une minute. On va commencer avec Annie Lemoine par ce bilan extrêmement lourd du tremblement de terre en Iran. Oui, on parle déjà de près de 4000 morts. Alors c'est la nuit dernière que la terre a tremblé au nord-ouest de Téhéran, un tremblement de terre de 7,3 degrés sur l'échelle de Richter. L'Iran vient de lancer un appel à l'aide internationale. La France a décidé d'expédier dans un premier temps 6 tonnes de médicaments et de nourriture. Elle a aussi proposé à l'Iran d'envoyer sur place des secours. Des images commentées par Jérôme L'Enfant. C'est le plus violent séisme depuis près de 30 ans dans cette région du nord-ouest de l'Iran. En quelques secondes, la nuit dernière, la secousse a précipité au sol des centaines d'immeubles et de maisons, détruisant les ponts et les routes, ensevelissant sous les décombres des milliers de victimes endormies. Épicentre du séisme à 200 km au nord-ouest de Téhéran, la secousse a atteint 7,3 degrés sur l'échelle de Richter. Secousse ressentie jusqu'à Téhéran et suivie ce midi, comme c'est souvent le cas, par une seconde à peine moins forte. Les dégâts sont considérables et d'heure en heure, les bilans n'ont cessé de s'alourdir en raison de la difficulté pour les équipes de sauveteurs à parvenir sur les zones touchées. Le séisme a en tout cas déjà pris les allures d'une catastrophe nationale en Iran. Tandis que les secours s'organisent, le président Rafsanjani a décrété 3 jours de deuil, alors que le guide spirituel Ali Khamenei demandait à tous les Iraniens d'aider matériellement ou financièrement les centaines de milliers de sans-abri. Appel à l'aide internationale lancé également par le gouvernement iranien, la France par la voix de Roland Dumas, ainsi que l'organisation humanitaire Médecins sans frontières se prépare ce soir à y répondre. Je ne voudrais pas faire de commentaires philosophiques, vous savez que ce n'est pas le genre de la maison. Je rappellerai seulement que c'est une tragédie identique en Union soviétique qui avait permis de découvrir, vous vous souvenez, que la perestroïka, ça entrait vraiment dans les mœurs là-bas, puisque pour la première fois, Gorbatchev avait accepté que les caméras viennent en même temps que l'aide internationale. Voilà, et je ne sais pas si en Iran, ça aura le même effet. Les premiers feux de forêt en France. Oui, ça s'est passé dans le Var, le site classé de Brégançon, feu de forêt mortel. Il y a eu 2 morts, un pompier et un civil, on ne sait pas qui. 7 pompiers aussi brûlés, 4 sont ce soir dans un état grave. Le feu, lui, est maîtrisé. Puis c'était aujourd'hui le jour de colère des magistrats. Une bonne mobilisation, on ne connaît pas encore le chiffre. Au palais de justice de Paris, les audiences étaient renvoyées aujourd'hui et les juges en ont appelé à François Mitterrand, lui demandant de restaurer l'autorité judiciaire. Pour la première fois en France et depuis 5 ans, une hausse des crimes et délits, une hausse de plus de 4% en 89 par rapport à l'année d'avant. Ce sont surtout les vols chez les particuliers qui ont augmenté.
Vous faites bien d'être là ce soir, professeur Beaulieu. À San Francisco, la conférence mondiale, la conférence internationale sur le sida. Alors, il y a plus de 1000 scientifiques de tout pays qui sont réunis à San Francisco. Pas 1000, 10 000, je crois. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus que 1000. 10 000 scientifiques. Ah, je pense, oui. Oui. En Bien. tout cas, pour confronter Des milliers de donc... scientifiques réunis, oui, pour confronter l'état de leur recherche. Dans l'état de Californie, et là, je pense que c'est vrai, il y a 25 000 cas de sida déclarés. Ça, je ne sais pas les chiffres. Et des médecins qui annoncent qu'ils sont débordés. Écoutez-les. When I started in 1983, we were seeing 300 patients a month, and now we see, in March, we saw 2,000 patients. You can't deal with an expanding epidemic and expect that the same people in the same facilities and the same budgets are going to handle your problem for forever. It's hotline. Can I help you? It's real easy to get burned out and emotionally tied up in different things. In every place I work, we need more volunteers. Volunteers are wonderful, and they'll always be part of the equation. But let me not try and kid anybody that you can fight the epidemic with volunteers alone. We really have to say to ourselves as a country, are we going to address this as the national problem that it is? Au niveau national, c'était pour les États-Unis, idem en France. Oui, le professeur Rosenbaum, son service à l'hôpital de Rothschild a annoncé aujourd'hui qu'il ne pouvait plus matériellement prendre de nouveaux malades. Non, mais ça c'est tout à fait sûr que nous sommes en face d'un problème extrêmement grave. Non, il faut le relativiser quand même, parce que si vous comparez le nombre des gens qui ont le sida et même le nombre des porteurs qui sont encore pas malades, eh bien, par rapport à des maladies comme les cancers ou les maladies cardiovasculaires qui tuent aussi prématurément, eh bien, les nombres sont quand même très différents. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important, c'est grave, gravissime, et il faut tout faire, et d'autant plus que, comme vous le savez, la recherche, quand ça commence dans un domaine, ça aide à trouver pour d'autres domaines aussi. Cela dit, de temps en temps, il y a un effet catastrophique qui, je crois, vient des problèmes évidents qui ont été posés au début, c'est-à-dire les relations entre le sexe et même l'homosexualité et la mort très rapidement. Et par conséquent, il y a à la fois une véritable gravité, un véritable problème médical. Il faut naturellement tout le respect que, en particulier dans notre pays, je crois, nous sommes assez bien pour cela, on doit assurer aux patients, mais en même temps, il faut se rendre compte que il y a un problème scientifique qui n'est pas le seul, et qu'il faut avancer. Et quand les Américains refusent l'entrée aux séropositifs, même aux séropositifs... Donc ça, c'est une atteinte aux droits de l'homme, point, à la ligne. Et par conséquent, il y a là j'allais dire une erreur. Et vous savez, une erreur, quelquefois, est plus grave qu'un méfait. Mais ça traduit bien quand même l'effet de panique des États-Unis. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut garder, je crois, à la fois la tête froide et naturellement, en même temps, la détermination absolue de vaincre et la compassion et le respect de la dignité des autres. Professeur Beaulieu, combien de temps avez-vous mis à trouver la pilule? Vous savez, trouver une pilule, comme vous dites, ça ne se fait pas d'abord seul, et ensuite, ça ne se fait pas du jour au lendemain par une élimination. Alors, en gros, si vraiment vous voulez m'interroger, et je résume une bonne vingtaine d'années. Voilà. Non mais, oui, mais on y reviendra plus longtemps. Vous vous rendez compte, 20 ans hein, pour la mettre au point. Et non, là, 20 ans pour penser aux problèmes qui y amènent. Oui. Et là, avec une détermination. Là, ça veut donc dire que, de toute évidence, on ne va pas trouver en 6 mois. Écoutez, c'est imprévisible. Nous n'allons pas faire de prédictions qui seraient, j'espère d'ailleurs, démenties rapidement. Bien entendu, ce sera assez long. Les traitements vont aller plus vite que la vaccination. Vous savez que le virus varie tout le temps. Et ça, c'est véritablement un problème très difficile d'un point de vue scientifique. On revient à l'actualité. Aux États-Unis, toujours, Mandela accueilli en héros à New York. Oui, une vraie fête pour le leader de la lutte contre l'apartheid, qui était à New York, où il a été accueilli par le premier maire noir de la ville, David Dinkins. Et ce soir, grand programme, puisqu'il sera à Harlem, au Yankee Stadium de Harlem. Oui, le symbole de la lutte contre l'apartheid. C'est pas à vous que je demanderai un commentaire. Vous avez dû vous cacher pendant la guerre. D'une part. Mais d'autre part, en ce qui concerne l'élection de Dinkins comme maire de New York, c'est une chose extrêmement intéressante parce que, curieusement, y compris ce problème de pro-choice que nous évoquions tout à l'heure, a joué
en sa faveur, car il a pris position. Et c'est très étrange, ou tout au moins c'est nouveau, car vous savez peut-être que les Noirs américains, jusqu'il y a quelques années, par leurs organisations représentatives, étaient contre contraception, avortement, etc. Contre, je dis bien, car c'était, dans leur esprit, une façon pour les non-noirs, les non-colorés, de déprimer le taux de renouvellement, enfin de les agresser. Mais tout le monde commence à comprendre, y compris les organisations noires, et y compris Dawkins, que, bien entendu, il y a une écologie démographique à traiter aussi bien, et ça, je discute un peu ça dans ce livre. Oui, tout à fait. Non seulement vous le dites bien dans ce livre, mais c'est une des raisons pour lesquelles on vous a invité ce soir, c'est qu'on voit bien comment, effectivement, votre découverte, aujourd'hui, est en train de perturber tout le système économique et politique. Il est au centre du vrai débat. Enfin, disons que c'est un des éléments avec les autres activités. Et si on y ajoute que ça pose le problème de la liberté fondamentale, tout à fait. Donc ça fait quand même bien des raisons de vous inviter ce soir. Le reste de l'actualité, Annie. À l'étranger, l'Allemagne de l'Ouest qui en va entamer des poursuites judiciaires contre l'ancien numéro 1 est-allemand Erich Honecker, à qui il est reproché d'avoir accueilli les terroristes de la fraction Armée Rouge qui ont été d'ailleurs arrêtés ces derniers jours. Pour la première fois aussi aujourd'hui, la RFA, Helmut Kohl, a reconnu le caractère définitif de la frontière avec la Pologne, la ligne Oder-Neisse. Et puis en Roumanie, le frère de l'ex-dictateur, le général Ceausescu, a été condamné aujourd'hui à 15 ans de prison. Et Dieu qui lui ressemble. Bref, en France. Eh bien, ce ne sont plus les vaches britanniques, mais les porcs belges qui font peur à la France. Le ministre de l'Agriculture, M. Nallet, vient de fermer les frontières de la France en raison d'une épidémie de peste porcine en Belgique. Et en attendant la réunion des vétérinaires, toujours au niveau de la CE, bien sûr. Vous voulez m'instruire en biologie? Est-ce que c'est contagieux pour les hommes, la peste bovine? Vous savez ça? La peste des porcs, porcine, c'est ça que vous avez dit? La peste des porcs, oui. Oui, c'est ça, la peste porcine. On ne craint rien. Je ne sais pas, non, je vous pose la question, je ne sais pas. Non, je vous dis, on ne craint rien. C'est intéressant de savoir. On ne craint rien, en tout cas, les frontières sont fermées. La bourse? La bourse, une hausse de 0,22%. Un petit nouveau à l'Académie française. Il s'appelle José Cabanis, un écrivain de 68 ans. C'est lui qui avait écrit La bataille de Toulouse. Le mondial? Eh bien, l'Uruguay a battu la Corée du Sud 1-0 et se qualifie pour les huitièmes de finale. L'Espagne bat la Belgique 2-1, mais les deux équipes étaient déjà qualifiées. Une image, c'est un ratage. C'est un ancien champion du monde de ski nautique. Il s'appelle Geoffrey Carrington. Il tourne pour une série télé, mais la maison explose trop tôt. Et il s'est fait mal. Mais ça fait rire, mais il est grièvement blessé. Oui, ça fait rire, mais il est grièvement blessé. Oui, il s'est brûlé, oui, la maison a explosé trop tôt. Mauvaise coordination. Plus heureux, si vous voulez, l'équipage Jean Morel et Michel Desjoyaux, ce sont eux qui, sur Elf Aquitaine, ont remporté la Two Star à Newport, devant Mike Birch, Fujicolor, qui lui est arrivé 4 heures plus tard. Florence Artaud est en panne devant, elle rame. Oui, avec des gros bateaux comme ça, elle peut ramer. C'était la Two Star, Jean Morel, Elf Aquitaine, un grand. Nous allons voir l'actualité tout de suite. La météo, pardon. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Le numéro 1 oblige. Alexandra. C'est le premier jour de l'été, c'est la fête de la musique, ça tout le monde le sait, et il pleut. Alors couvrez-vous. Rassurez-vous, demain ça devrait s'arranger, sauf sur un quart nord-ouest où il pleuvra. Oui. Toujours en français dans le texte. La situation satellite, la voici. Une dépression sur la Grande-Bretagne, elle devrait cesser de nous tracasser. L'anticyclone, lui, frôle les côtes de Sicile et protège de ce fait nos côtes à nous méditerranéennes. Donc demain matin, retour des éclaircies en Normandie, Bretagne et Pays de Loire. Les nuages avec averses, on les retrouve en Lorraine, Alsace, Franche-Comté et également au nord des Alpes. Ailleurs, du variable s'il vous plaît, mais sans pluie. La nuance est de taille. Dans le midi, on retrouve de belles éclaircies, voire du soleil chez les Corses. Les vents s'en mêlent. Vent de sud-ouest, 45-50 km/h en Manche, 20 km/h en Atlantique, 20 à 45 km/h nord-est du pays. Demain après-midi, des éclaircies, ici, sur la façade atlantique, mais aussi Normandie, Picardie, nord et toujours le pourtour méditerranéen, nuages et averses au nord-est. Un ciel variable pour les autres, ponctué cette fois-ci de belles apparitions du soleil. Et pendant ce temps-là, le soleil imperturbablement brille en Corse. Les vents profiteront pour forcir, vent d'ouest 50 à 60 km/h en Atlantique, vent de sud-ouest 55 à 65 km/h en Manche. Et enfin des températures demain après-midi qui s'échelonneront entre 16 degrés à Cherbourg et 28 sera le maximum et ce sera pour les mêmes Corses. Les Corses, c'est là où il y a du soleil. Merci Alexandra. Alors Bonaldi, est-ce que vous avez trouvé mieux? On a nos petits coups de cœur. Je vous propose d'ailleurs aujourd'hui une sélection des pubs qu'on a bien aimées. Exemple, vous vous rappelez du Suédois de l'an dernier qui faisait la pub pour les voitures Suzuki? Ben ça y est, c'est une pub suédoise qui passe en Suède. Je vous le rappelle, Philippe, en Suède on parle suédois. C'est donc une publicité pour les voitures Suzuki, les 4x4. Regardez. こんばんは、鈴木です。さ
寒い季節ですね。寒い季節に普通の車だとこういうことですね。なんて乗ってんですけど、そのうちガンガンガンガンガンガンガン、ギョドドドってなって落っこっちゃうんですね。ダメですね、これは本当に。そういう時ですよ。このスズキの4ウィールドライブです。はい。Elle est quand même suédoise, hein, je vous le rappelle, et pas japonaise. Ce sont vraiment des malades quand même. Hein. Oui, oui. On a découvert aussi également un petit pays, Philippe, c'est Porto Rico, qui pour la première fois est présent ici. Je vous rappelle qu'il y a 41 pays qui envoient des pubs. C'est pour un liquide vaisselle, ça dure 15 secondes, c'est simple et c'est hyper efficace. Regardez, coup de cœur, Porto Rico. Sounds good, hein? Oui, c'est ça vous plaît? Pas mal. Oui. Pas mal. Alors encore. Allez, c'est une pub allemande cette fois-ci, elle est tout à fait d'actualité, c'est pour United Colors. C'est pas Mandela, c'est pas United Colors de Benetton, c'est United Colors pour le fair play dans le sport, c'est-à-dire la drogue et la violence. Regardez, c'est allemand. United Colors of Doping. Accept some limits. Fairness comes first. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la pub n'empêche, non seulement c'est capable de beaucoup de recherches et de surprises, mais finalement ça fait passer beaucoup de messages. Hein. Oh là là, c'est très très puissant et c'est souvent très bien fait. Je trouvais le dernier un peu trop premier degré. Oui, enfin, mais en même temps, c'était un bon moyen de vérifier l'état des habitudes et des goûts dans un pays. Exactement. Parce que si on ferait ça ici, ce serait ridicule. Ouais, exactement. C'est pour ça que ça choque un peu. Vous êtes d'accord, Bonaldi, hein? Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai un exemple qui va complètement dans votre sens, c'est l'Espagne. L'Espagne, on a découvert que la régionalisation là-bas, ça marchait bien. Il y a beaucoup de districts, de régions qui se payent des spots de pub pour tous les genres, en particulier, et par exemple, les droits de l'homme ou particulièrement les droits de la femme. C'est la première pub qu'on ait vue dans le monde, anti-machisme, anti-sexisme. Je vous raconte très brièvement le texte qui est dit au départ, qui dit « Regardez dans ces bureaux, il y a 7 personnes qui travaillent, 6 hommes et 1 femme seulement. » Première pub espagnole anti-macho. 7 people work in this office: the president, the managing director, the financial director, 2 commercial executives, the accountant, and 1 woman. Stand up for your rights. Là aussi, quand même, est obligé de faire des pubs quand même officielles. Non, mais ça, c'est remarquable. Contre le machisme. Mais c'est très bien. Prenez l'avion d'Air Inter le matin pour aller à Marseille, vous verrez. Marseille ou Strasbourg ou Bordeaux. Non. Vous trouvez que ça manque de femmes? Ah, mais oui. Oui. Et c'est beaucoup plus grave qu'on ne croit, beaucoup plus grave. Parce que, je ne sais pas si on en parlera, mais j'essaie d'expliquer un peu dans le livre les problèmes de la démographie qui viennent. Et si les femmes n'ont pas la liberté, dans la dignité, et les moyens de régler les problèmes de famille, nous allons à la catastrophe. C'est aragondiser la femme et l'avenir de l'homme. C'est vraiment vrai. Et on n'aide pas beaucoup. Une dernière, Jérôme. Oui, spécialement pour vous et pour votre invité, c'est un médicament, c'est pas le RU, c'est suédois, c'est simple, c'est efficace et en plus ça coûte pas du tout cher à faire. Regardez, suédois. Nurofen vid tillfällig värk.
N'empêche que c'est vrai, ça fait mal à la tête. Hein. 5 fois, j'ai encore mal au crâne chaque fois que je la vois. Voilà, il nous reste encore 600 ou 700 films à voir. Cannes commence à bruisser de rumeurs. Logiquement, c'est vendredi soir, samedi matin qu'on connaîtra la meilleure pub du monde, celle qui va gagner le Grand Prix, évidemment. Voilà, ben vous rentrerez peut-être avec. C'était Bonaldi. Vous avez Lundi bien fait d'aller à Cannes. On vous applaudit, Jérôme, même si vous n'entendez pas. On parle de la pilule de la liberté avec le professeur Beaulieu dans un instant. Voilà, notre invité, c'est le professeur Étienne-Émile Beaulieu pour ce livre Génération Pilule qui paraît aux éditions Odile Jacob. Je vous invite à le lire si ce problème vous intéresse et je ne vois pas pourquoi il ne vous intéresserait pas. La pilule, vous en avez déjà entendu parler. Je ne peux pas parler de tout. On va en parler maintenant et puis un peu plus après les arènes. Je voudrais, professeur, qu'on vienne sur le point concret. Donc, cette pilule, elle s'appelle comment? Elle s'appelle RU 486. Ça veut dire simplement Roussel, UCLAF, numéro, etc. Parce que c'est une compagnie dont les chimistes ont synthétisé cette molécule. Et d'autre part, dans les pharmacies en France, je ne sais pas si on a le droit de dire des noms, enfin, ça m'est égal. Mifégine. Oui. Ça s'appelle Mifégine, mais ce n'est pas dans les pharmacies. En France, nous vivons, et c'est très bien ainsi, sous une loi, la loi Veil, qui impose que l'interruption de grossesse se fasse dans des centres agréés. Il y en a environ 800 en France. D'accord. Jusque-là, c'était mécanique. Maintenant, c'est médical avec cette méthode. Donc, c'est distribué, vendu au centre. Voilà. Et c'est là où on la trouve. C'est donc considéré comme un moyen d'interruption de grossesse. Pour l'instant, c'est la seule application qui est mise en pratique en France, et d'ailleurs en général, parce que les essais pour d'autres applications, car en fait la base n'a pas été de faire seulement une médication pour l'interruption de grossesse, pour l'avortement, c'est une application d'un principe anti-hormonal contre une hormone qui est la progestérone, celle de la grossesse, et qui permet de faire beaucoup d'autres choses, y compris un certain nombre d'opérations pendant la vie de la femme enceinte, enfin la période de la grossesse, mais également même de faciliter certains accouchements. Donc vous voyez, c'est une proposition tout à fait différente. Et naturellement, ça, il faut étudier encore un peu, bien que les essais aient continué. Et beaucoup d'autres choses, des cancers du sein, enfin d'autres choses. Pour les femmes qui nous écoutent, il faut donc aller dans un centre. En ce qui concerne l'interruption de grossesse, elle est efficace dans les combien, 2 ou 3 jours? C'est ça. On va dans un centre, on a les pilules, et on revient 2 jours après pour un complément d'une administration d'une autre hormone classique, connue, qui s'appelle prostaglandine. Voilà. Entre parenthèses, la recette, si vous voulez, c'est-à-dire les temps, sont expliqués en détail, parce que j'ai voulu que ce soit pratique aussi. C'est très sérieux, hein, c'est pas un livre de... C'est sérieux, oui, enfin c'est sérieux au sens... Non, mais je veux dire que tous ceux qui veulent avoir l'explication scientifique l'ont intégralement. Et la pratique, oui. Et aussi l'aspect pratique. Par rapport à la conception, il faut la prendre combien de temps après? Alors, la conception, c'est-à-dire la fécondation, parce que vous savez, concevoir, c'est quelque chose d'assez vague, finalement, on conçoit lentement. Donc, après la fécondation qui a lieu au moment de l'ovulation, au 15e jour du cycle d'une femme, normalement doivent venir les règles 15 jours après, au 30e jour du cycle, 28e jour. Bien, à partir du moment où une femme n'a pas ses règles, elle pense qu'elle est enceinte, elle fait un diagnostic de grossesse et immédiatement elle peut prendre le RU 486 en observant la loi française qui demande d'ailleurs un délai de réflexion de 8 jours. D'accord. En France, elle est donc autorisée sous ces conditions depuis combien de temps? Eh bien, je crois que c'est en septembre 88 qu'on a obtenu ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Et dans quels autres pays? Alors, dans aucun pays actuellement, elle n'est utilisée au sens d'être vendue, comme en France, au centre, mais elle a été essayée dans une vingtaine de pays de par le monde, et elle entre incessamment en Angleterre et dans les pays scandinaves. Voilà, mais c'est quand même extraordinaire. 2 ans après avoir fait la démonstration que c'était bien, hein, il y a eu combien? Est-ce qu'il y a des risques? Écoutez, pour l'essentiel, naturellement, il n'y en a pas, autrement on en parlerait beaucoup plus. Mais ce n'est pas un médecin et un scientifique qui va vous dire qu'il ne se passe jamais rien. Un malaise, une crampe, vous faites n'importe quoi, une intraveineuse, vous prenez une pilule, n'importe quoi, il peut arriver un peu quelque chose. Mais c'est un médicament, comme disent les Américains, puisque vous les avez évoqué tout à l'heure, safe, c'est-à-dire sûr. Donc c'est uniquement pour des questions de principe, hein, parce que c'est une interruption de grossesse, que ça n'est pas encore autorisé, même en Grande-Bretagne, même dans les pays nordiques. Non, c'est pas exactement ça. C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu controverse venant d'Amérique, passant par l'Allemagne, parce que vous savez que la compagnie Roussel UCLAF qui commercialise ce composé dépend de Hoechst. Hoechst est une grande compagnie allemande. Et ceux-là ont beaucoup d'intérêt aux États-Unis. En gros, pendant longtemps, ils ont freiné des 2 pieds.
Au contraire, en Angleterre, à la fois le public, les médecins, les députés, les ministres, tout le monde le veut depuis longtemps. Ça va venir. Ça vous choque que ça mette autant de temps? Voilà. Moi, ça me choque parce que des femmes qui en auraient besoin là continuent d'avorter. Bien sûr, quand on s'est un peu promené, aussi bien dans les salles des hôpitaux ou quand on était interne, on a fait un certain nombre de gestes très pénibles d'avortement du temps que c'était interdit. Et aussi bien que dans les pays en voie de développement où il y a 200 000 morts par an, des millions de femmes blessées d'une façon épouvantable, bien entendu que ça choque. Maintenant, le monde est ainsi fait qu'on apprend à vivre avec, et que quand même l'histoire du 1586, comme il est un peu raconté dans ce livre, est relativement rapide par rapport à d'autres, compte tenu, premièrement, de l'efficacité du produit, et secondement, de l'appui des scientifiques, vous l'avez rappelé, unanime dans le monde, y compris américain, et aussi des médias. Je dois dire que les médias, c'est une histoire très très curieuse, ont énormément aidé, finalement à cause des femmes, à la liberté dans ce domaine. On reparlera de ça, puisque c'est le fond du problème moral, c'est-à-dire ce droit à la liberté. D'un mot seulement, si vous vous battez pour qu'elle soit vraiment mieux comprise et mieux utilisée, c'est parce que ça vous rapporte beaucoup d'argent? Ah non, ça me rapporte rien du tout. Je le savais, c'est pour ça que vous le savez? Mais je l'ai lu, le livre. Ah non, non, non. Ah bon, très bien. Alors ça me choque beaucoup. Pas du tout. Alors, vous êtes quand même le découvreur avec les laboratoires et les chercheurs. D'abord, au laboratoire, ils ont beaucoup travaillé. Il y a des chimistes remarquables, M. Teuch, M. Philibert, le docteur Sakis, qui est le président, a fait beaucoup. Non, il y a beaucoup de gens. C'est pas la question. La question est que, et je suis très content d'être dans cette forme de collaboration avec Roussel-Luclaf depuis très longtemps, avant que ce soit à la mode, je dois dire. J'ai donné des conseils à Roussel-Luclaf parce que ce sont les meilleurs fabricants de ce type d'hormones dans le monde. Et donc, ça m'intéressait, ça les intéressait. Et au fond, j'avais une espèce de subvention fixe que j'ai gardée. Mais vous n'avez pas de droit d'auteur. Et je n'ai pas de droit d'auteur. Donc pas de royalties. Oui, mais je peux dire le mal que je pense d'eux, et éventuellement de la pilule, s'il y en avait. Je suis libre. Et vous savez, la liberté, ça n'a pas de prix. C'est de cette liberté qu'on reparlera aussitôt après les arènes. Leur liberté à eux, elle est grande aussi, n'est-ce pas, Madame Ockrent? Oh oui, je tenais à dire au professeur que sa petite pilule du lendemain n'arriverait jamais à me faire oublier mes gros cachets d'hier. Allez, en direct, tout de suite. On va retourner à Cannes, puisqu'il y fait soleil, et puis à Cannes va se tenir à partir de demain le festival de la performance d'acteurs. C'est quasiment tous les grands comiques, notamment tous ceux que vous avez vus ici au cours de l'année, seront là-bas. L'occasion de les revoir rapidement avec Chris Graffiti, juste après la page de pub. Avec Skyrock, découvrez le Top Dance. Top Dance, les titres les plus dansés. Top Dance. En piste pour les vacances. Je mets les ongles cassés et dédoublés, c'est l'horreur. La solution? Durcilon et je mets. En 10 jours, avec Durcilon, mes ongles sont plus durs, mes ongles sont plus longs. Durcilon renforce la kératine de l'ongle. Et en plus, mon vernis je mets tient 2 fois plus longtemps. Durcilon je mets. Pour des ongles plus durs, plus beaux, plus longtemps. Durcilon. Le soin durcisseur des ongles de Jemet. Premier conseil sage de Tony Gencil, pensez à vos dents comme à des arbres. Vous comprendrez que toute leur force vient de la gencive. Deuxième conseil sage de Tony Gencil, mieux vaut y penser un peu tous les jours que très fort un jour. Troisième conseil sage de Tony Gencil, choisissez bien la force que vous donnez à vos gencives. Bonjour, c'est pour un dépôt. De combien? Je ne sais pas encore. 500? 0. 2000. Merci. Moi, c'est juste pour un chèque. Banco, 5 francs, sa banque illico. Wonderful life, wonderful love, bright as daylight. La croix protège de tout, même de l'invisible.
donc à Cannes, à partir de demain soir et pour 10 jours, le festival de la performance d'acteurs, c'est-à-dire, Chris? C'est le 11e festival, c'est-à-dire qu'on y retrouve à peu près tous les meilleurs acteurs comiques qu'on a d'ailleurs découvert cette année. On en a vu beaucoup, je crois. Mais pourquoi ça s'appelle le festival de la performance d'acteurs? Parce qu'on dit plus café-théâtre, on dit plus... Parce que c'est des exploits de faire des one-man shows, des one-woman shows, c'est vraiment... La base, c'est quand même le point commun de tous ceux qui seront là, c'est l'humour, c'est le comique. Mais c'est toutes les formes de comique. Alors, qui est-ce qu'il y aura? Il y aura Sylvie Joly, Alex Métayer, Rufus, Marianne Sergent, Sol, Pierre Palmade et beaucoup d'autres, tous du même acabit, c'est-à-dire des grands quand même. Tous. Et Django Edwards? Django Edwards qui va aussi animer un stage de formation pour ceux qui ont envie d'apprendre à se décoincer, à faire de bons clowns. 5 jours de stage. En français? En français, avec un interprète. Il aura un interprète. Dans le cadre de Django, c'est essentiellement des rires et il y a des mimes et des gestes. Il y a des mimes, il y a à peu près toutes les formes de comique existantes. Et... En tout cas, si vous passez par Cannes, petite sélection de ceux que vous verrez là-bas et qui sont passés ici cette année. No. Là and là, it's very important. It's very important. No, and it's very cachar. It's open. This very cachar. In open is J'ai horreur de la vulgarité. Parce que moi, des enfants, j'en ai eu. Hein. Bon, j'étais obligé de m'en séparer à cause des voisins. Mais disons que je connais très bien et je les adore. C'est terrible de se surprendre avec le même air con que j'ai vu à tous les prédécesseurs qui sont venus ici. Et il paraît qu'il a un enfant. Alors là, moi, ça m'a scié quand j'ai appris ça. Il y a des savants qui se penchent sur ce problème-là, parce que, évidemment, on se pose la question, comment ce personnage qui parle aussi vite, qui fait tout aussi vite, a pu avoir un enfant, puisque chez lui, ça se passe de la manière suivante. Chérie, vite, merde, c'est trop tard. Oh, j'avais été au coiffeur, malgré que le tonnerre tenait, à cause que c'est une région privilégiée pour les terrains mous. Ça Combien de spectacles par jour? 3 spectacles par jour, 7 lieux de spectacles différents dans tout Cannes. Alors, c'est Cannes investi par l'humour. Et c'est quoi ces livres? Alors ça, c'est un petit bijou de livre. C'est à mon avis le plus drôle, le plus grave et le plus tendre de l'année. Ça s'appelle Cyrandane de Jean-Marie Leclésio et Gémia Leclésio. Et il y a une très très jolie petite préface qui nous rappelle un peu le rôle des devinettes dans la société, c'est-à-dire que c'est un rôle très important. Au commencement était le verbe, tout le monde le sait. Et il y a même des traditions dans lesquelles on tuait les gens qui ne savaient pas répondre à une devinette. Alors là, c'est pas si méchant que ça. Ce sont les Cyrandanes, ce sont les devinettes traditionnelles de l'île Maurice. Elles sont très très mignonnes. Alors je vais voir si vous êtes capable de répondre. Le est de là-bas. Hein. Bah oui. Alors il a aussi fait des illustrations. À la mode, la francophonie, il y va. Il y a des très jolies petites aquarelles aussi à l'intérieur. Il faut que vous regardiez. Alors une anglaise sous la terre, qu'est-ce que c'est? C'est la carotte. Ou alors une bande sale, une bande propre, c'est la terre et le ciel. Cyrandane, ça s'appelle. Et l'autre livre? Et l'autre livre, alors c'est peut-être un petit peu plus scandaleux. Ça s'appelle de la masturbation par Marc M. C'est un manuel chez Ramsay. Manuel, évidemment. Ah, je ne sais pas. Ce qui me fait rire, c'est le côté méthodique et méticuleux avec lequel c'est décrit. Parce que j'imagine qu'il est impossible de pratiquer cet acte que certains pratiquent en suivant le manuel, c'est trop compliqué. Par exemple, je me suis longtemps interrogée sur une phrase mystérieuse qui dit saisissez le dos du pénis. Où est le dos? Où est le ventre? Je ne sais pas. Voilà. C'est surtout un bouquin très très convivial parce que c'est tellement difficile à suivre qu'il faut quelqu'un qui le pratique pendant que l'autre le lit, à mon avis. Ah d'accord. Ça s'appelle De la masturbation, Marc M. Chez Ramsay, et bien entendu, c'est marqué à côté Manuel. Manuel, oui, c'est très intelligent. Il y a un petit mot très gentil pour les femmes au début en disant qu'on félicite les femmes qui lisent ça parce que c'est uniquement la masturbation masculine, parce que ça prouve qu'elles sont de bonne volonté. Bravo, merci. Je sais qu'on est un petit peu en retard quand même. On n'a pas tous les jours la chance d'avoir le professeur Beaulieu. Je voudrais, en une minute, que vous m'expliquiez à quel point, au fond, toutes vos recherches, toute votre vie, c'est au nom de la liberté. Et vous l'expliquez très bien dans Génération Pilule. Écoutez, je ne sais pas si c'est bien expliqué, mais pour les scientifiques, la liberté, c'est une nécessité, c'est la vie normale, puisque nous sommes à la disposition, en quelque sorte, de la nature, et non pas de n'importe quel on-dit. La liberté, dans le cadre de ce livre, est expliquée à plusieurs niveaux. D'abord, les femmes, qui, bien entendu, ont le droit de ne pas approuver l'interruption de grossesse. Chacun est libre et responsable. Et quand on a le désir d'interrompre une grossesse, il y a plusieurs types de méthodes, et là encore, il y a choix.
Choix veut dire pas n'importe quoi, pas n'importe quelle liberté. Cela veut dire aussi éducation et responsabilité. D'ailleurs, pour être responsable, je crois qu'il faut éduquer. Alors, un peu la raison d'avoir fait ce livre, c'est d'expliquer de façon aussi simple que je pouvais les choses, et je crois que ça aide. Donc ça, je crois que c'est vraiment très très important dans le monde qui vient. Les femmes, et en particulier la liberté des femmes, et beaucoup d'événements politiques, vous le savez, en ce moment, sont graves, parce que justement, ils indiquent qu'il y aura probablement, en tout cas possiblement, rétrocession d'un certain nombre de droits arrachés par le mouvement des femmes au cours de ce siècle. Eh bien, je crois que ça, c'est véritablement décisif pour l'avenir. C'est décisif pour la dignité humaine, naturellement, la liberté, le choix, il n'y a rien de plus. C'est décisif pour, j'allais dire, par-delà la médecine, qui pourtant est, Dieu sait, importante, pour l'existence de l'humanité. En gros, nous serons de toute façon 10 milliards d'individus, quoi qu'on fasse, et je dirais heureusement, puisque les gens vivent de plus en plus vieux à cause de la médecine. Et nous serons 10 milliards d'individus dans 20-30 ans. Nous sommes 5 et quelques actuellement. Il appartient à l'éducation et à la liberté qu'on donnera aux femmes de diminuer le nombre d'enfants qui maintenant, heureusement, peuvent vivre, et j'espère dans un monde meilleur, et avec des possibilités d'éducation eux-mêmes. Il appartient de tendre vers ces 2,1 ou 2 dont on a discuté récemment d'ailleurs en France, de reproduction, de telle sorte que le monde soit équilibré à peu près 10 ou 11 milliards. Sinon, vers 2050-2100, 2050-2100, nous aurons une véritable catastrophe. Comme je disais tout à l'heure, une véritable écologie démographique doit se développer. On ne se rend pas compte. Non seulement les grandes villes épouvantables, on le sait déjà, Mexico, Calcutta, que sais-je, mais encore, même des phénomènes aussi simples que le gaz carbonique que vous soufflez, comme moi, comme tout le monde, naturellement. S'il y avait trop de gens, c'est bien pire que les histoires de forêts amazoniennes. On ne se rend pas compte même de l'aspect physique de la chose. Donc, pour la dignité humaine, aussi bien que pour des questions, en quelque sorte, de vie de l'espèce humaine sur la Terre, c'est véritablement important qu'on fasse de la recherche dans ces domaines. Et malheureusement, les sociétés, et donc leurs hommes politiques, ne font pas les efforts nécessaires, et donc les scientifiques n'ont pas les moyens, et même l'enthousiasme, et même le désir d'en faire assez. Il faudrait véritablement se pencher sur ce problème. Je voulais que vous le disiez parce que ce livre, au fond, va, mine de rien, bien au-delà, très au-delà du simple problème de l'acte qui consiste à utiliser ou ne pas utiliser. Bien entendu, et même de l'histoire du rééducation. J'ai voulu dire des choses nouvelles que je n'avais pas eu l'occasion de dire, parce qu'après tout, je suis un scientifique parmi d'autres et qu'on n'a pas souvent la parole, il faut bien le dire. Et comme vous le disiez un petit peu, naturellement, il y a la chose, il y a l'acte, il y a le progrès médical. Et puis, j'en ai un tout petit peu profité pour dire ce que d'ailleurs beaucoup de scientifiques, beaucoup de médecins partagent comme opinion sur cette grave évolution du monde. Eh bien, vous venez d'interrompre une triple grossesse, c'est celle des nuls. Vous n'en êtes pas rendu compte, mais non, comme il est impératif, je crois, et souhaité par tous que nous soyons le plus possible à l'heure chaque soir, vous nous pardonnerez, mais la famille Gillet, vous la retrouverez lundi, puisque demain, nous n'avons pas d'émission. Nous allons marquer une pause. Les nuls lundi, Antoine dans 2 minutes. Alors à vous de terminer, à vous de conclure, Antoine. Eh bien, Philippe n'a pas osé vous le demander, mais je sais qu'il aimerait savoir si l'endocrinologue que vous êtes serait prêt à entreprendre des recherches sur l'hormone de croissance pour lui éviter à l'avenir d'avoir à présenter debout son émission. Vous êtes d'accord? Vous voulez bien l'aider? Bon. En tant que chercheur... Il n'avait pas vu que j'étais petit, lui. En tant que chercheur, est-ce que vous avez éprouvé votre plus grande satisfaction en découvrant le RU 486 ou bien en retrouvant les clés de votre R5 en 1986? Je n'ai pas de R5, c'est vraiment pas de chance. Alors. Vous savez conduire quand même? Je sais conduire et j'ai effectivement et récemment perdu mes clés, mais pas les clés de la voiture. Alors je suis très embêté parce que j'ai failli pas pouvoir rentrer chez moi en rentrant d'avion. Enfin, le petit Jean-Claude de Bourg-la-Reine vient de nous téléphoner. Ayant entendu parler de contraception orale, il a avalé un préservatif, mais s'étonne que cela soit resté sans effet. Est-ce que vous pourriez lui donner quelques précisions rapidement? Je vais lui donner un rendez-vous, mais alors très privé. Et demain, mon cher Philippe, eh bien, vous passerez 1 heure en compagnie de Gabrielle. L'Azur. Elle nous vient d'un pays gorgé de... Soleil. Elle est littéralement bourrée de... Talent. Si elle était dans mon lit, j'irais pas coucher dans la... Baignoire. Si elle en veut, elle va en... Navoir. Merci Simone qui nous quitte, Gabriel qui arrive. N'est-ce pas le rêve de tout homme normalement constitué? N'est-ce pas, mon cher Philippe? Oui, l'ennui.
L'ennui, mon cher Guilux, c'est que demain, il n'y a pas d'émission. Demain, il y a athlétisme sur Canal+, à partir de 18h30 et jusqu'à 20h30. J'espère qu'il n'y aura pas trop de pluie demain. C'est le fameux meeting de Saint-Denis que vous ne verrez que sur Canal+, et nulle part ailleurs. Gabriel Lazur, c'est promis, ce sera pour la semaine prochaine. Vous allez au spectacle de temps en temps, vous ne vous contentez pas de chercher quand même? Je ne sais pas si je me contente pas de chercher, parce que vous savez, on peut avoir une activité d'inquiétude et de questions n'importe quel moment, même dans les blancs pendant cette émission. Je vais quelquefois au spectacle. Non, mais parce que je vous ai vu sourire tout le temps. Vous connaissez très bien l'émission, hein, en tout cas la deuxième partie, quand vous sortez de votre cabinet de recherche ou de soins. Là, vous avez tout d'un coup une forme de pessimisme, comme si tout allait mal tout le temps, et comme si vous ne pouviez pas vous sortir. Non, non, non. Je peux me sortir, au contraire. Vous savez, pour les gens qui font le travail que je fais, c'est un grand plaisir de chercher. C'est comme les explorateurs. Et la musique? Et la musique? J'aime beaucoup la musique. Et Luis Mariano? Bon. Oh, comme c'était la fête de la musique, on a découvert vraiment la chose la plus étrange, mais je suis sûr que ça va bien marcher. Hein, c'est 3 vidéocassettes de Luis Mariano. Il y en a même en noir et blanc. Ça vous tente, hein? Je peux les avoir. On verra ça tout à l'heure, Antoine. Alors c'est vrai, tout Luis Mariano également, les 20 plus grands tubes de Luis Mariano. Vous voyez que c'est la fête de la musique, même chez nous. Mais c'est tous les soirs la fête de la musique. Génération Pilule, aux éditions Odile Jacob. Si le professeur Beaulieu vous a intéressé ce soir, il y en a beaucoup plus dans le livre. Merci, professeur. Bonne soirée à tous.